Didier Deschamps face aux auditeurs d'Europe 1. Lionel Rousseau. Bonsoir, rebonsoir. Depuis le grand studio Pierre Bellemare sur Europe 1, émission en public, une nouvelle émission. Didier Deschamps face aux auditeurs d'Europe 1. Bonsoir Didier Deschamps. Bonsoir. Le sélectionneur de l'équipe de France, merci d'avoir accepté notre invitation. On est ravis, on est très fiers de vous avoir avec nous. Vous le savez, il y a en France à peu près 67 millions de sélectionneurs. C'est vous le seul sélectionneur aujourd'hui. En poste, oui. En poste, absolument. Mais on a quand même recruté un échantillon de qualité, des auditeurs, des auditrices d'Europe 1 qui sont ravis de vous rencontrer et de vous poser des questions. Je vous les présente avec nous, Cécile Kinowski qui a 26 ans. Bonsoir Cécile. Vous travaillez dans un cabinet de recrutement et vous supportez notamment le Paris Saint-Germain. Soyez la bienvenue. Il y a quelques supporters qui sont là. Sans commentaire. Laurent Lefebvre. Bonsoir Laurent, 43 Bonsoir. ans, directeur d'une agence de communication. Vous habitez Paris et vous supportez l'Olympique de Marseille. Chacun sa croix. Sans commentaire. Laurent Le Tourneur, 35 ans, ouvrier viticole. Vous habitez Chablis, vous êtes supporter de l'AJ Auxerre. Ouais. Bonsoir. Quelle surprise. Annie Samourès, 36 ans, chef de caisse à Toulouse et supportrice des Girondins de Bordeaux. Bonsoir. Et Bilal, 23 ans, vous habitez Paris, vous êtes coach sportif et vous supportez Le Paris Saint-Germain. le PSG. Il l'a dit lui-même. Le principe de cette émission, Didier Deschamps, des questions des auditrices et des auditeurs qui ont travaillé toute la journée, conférence de rédaction, préparation de l'émission et beaucoup de questions à vous poser. Et la première question de cette émission, c'est Cécile. Alors, première question de politesse. Comment dois-je vous appeler ? Monsieur Deschamps, Didier, Monsieur Didier, Dieu. Didier, ça ira. C'est mon prénom. Alors, Didier, vous êtes un symbole de réussite pour le football français aujourd'hui. 1998, la première Coupe du Monde. La première Ligue des Champions en 1993. 2018 maintenant, nouvelle Coupe du Monde. Quelle différence faites-vous entre les deux victoires de Coupe du Monde, s'il y a des différences ? Je sais pas, c'est toujours difficile de comparer ces deux moments en termes d'émotions qui sont exceptionnels. Voilà. Après, je suis pas dans le même rôle. Évidemment, quand on est joueur, on est acteur, il y a l'activité physique, on pense à soi, même si on est dans un collectif. En tant que sélectionneur, on pense surtout aux autres et on est là pour les joueurs. Parce qu'on dépend un sélectionneur, comme un entraîneur d'ailleurs, sans les joueurs, on n'est rien. Donc c'est une victoire à travers eux, avec l'ensemble de mon staff aussi, parce que j'ai 20 personnes qui m'aident au quotidien. Mais c'est deux moments très forts, parce qu'il n'y a rien qui est au-dessus d'une Coupe du Monde. Quand vous êtes dans le monde professionnel et dans le football, il y a championnat d'Europe et Coupe du Monde. Donc il y a 20 ans d'écart, mais comme je le disais en arrivant, en discutant, ceux d'une génération un peu plus âgée resteront marqués par 98, mais aujourd'hui, pour la génération qui est entre 5 et 25 ans et qui n'a pas vécu réellement 98, ils resteront marqués par ce qui s'est passé en 2018 en Russie. L'un ne va pas à l'encontre de l'autre, ça ne sert à rien de les opposer, c'est une victoire plus une victoire, je ne vais rien vous apprendre, ça fait 2 victoires, et c'est le football français qui est mis en valeur. Didier Deschamps est face aux auditrices et aux auditeurs d'Europe 1. Question de Laurent Le Tourneur. Alors, sur le match France-Argentine, la France est menée 2-1, la seule fois de la Coupe du Monde. 9 minutes, ouais. C'est ça. Si Pavard met pas ce but exceptionnel très rapidement, est-ce que la France aurait pu être éliminée ? Il y a longtemps, vu mon âge un peu avancé et l'expérience, je ne me pose plus de questions avec des si. Parce que vous n'avez pas la réponse et moi, je ne l'ai pas non plus. Moi, je suis juste supporter de la GIA et de l'équipe de France. Voilà, donc ça s'est passé comme ça aurait pu se passer différemment. Ça a été 9 minutes, c'est pas beaucoup, ça peut être
long sur un match de 90 minutes, mais c'est la seule fois où on a été mené durant cette Coupe du Monde. Évidemment, de pouvoir égaliser, revenir à 2-2 avec ce formidable but de Benjamin Pavard, c'était la meilleure chose pour nous parce que ça bascule vite. Autant on n'était pas bien en étant mené 2-1 puisqu'on a été éliminé de la Coupe du Monde. Et psychologiquement, d'avoir mis ce 2-2, c'est même un peu plus que d'égaliser. Un déclic ? Oui. En plus, le but, comme il arrive, c'est ça aussi le sport de haut niveau. On fait en sorte de planifier, d'avoir des choses rationnelles. Ce but-là, il est irrationnel parce que comme il arrive, comme il est construit avec Lucas Hernandez, l'arrière-gauche, qui centre pour Benjamin Pavard, l'arrière-droit, qui tente cette reprise de demi-volée. La réalité, c'est quoi? C'est que là, elle va en pleine lucarne, il peut la retenter 100 fois, peut-être il va, comme il le dit, il va tuer 2 pigeons et 3 corbeaux, mais il l'a mis quand il le fallait, et forcément, la force qui a suivi cette égalisation nous a permis après d'enchaîner, et puis de donner un sens totalement différent à notre Coupe du Monde, parce qu'évidemment... Là, Sancy, mais si on est éliminé par l'Argentine, évidemment que la Coupe du Monde pour l'équipe de France aurait été ratée, et ça c'est une évidence. Toujours sur la thématique de la Coupe du Monde, Anissa Morès, avec vous Didier Deschamps. Alors moi, je souhaiterais savoir quelle est la différence entre le groupe de 98 et le groupe de 2018. Vous voulez dire sur les qualités, sur l'état d'esprit, qualité du jeu et qualité d'esprit aussi. Ben, disons qu'après, en 98, on avait des jeunes aussi, certains de 18 ans. Il y a un amalgame entre les plus anciens et la jeunesse. Le point commun, c'est évidemment l'état d'esprit, parce que c'est quelque chose qui est indispensable. C'est le socle. On est resté 55 jours ensemble, H24, donc il faut des aptitudes à pouvoir... vivre ensemble et bien vivre ensemble, ça c'est quelque chose de capital. Différence, les générations sont différentes, mais pas que chez les footballeurs, dans tous les domaines professionnels, dans la vie sociale. La jeune génération, elle est différente de celle qui était il y a 20 ans. Mais c'est pas le pointer du doigt et voir ça d'un côté négatif. Ils ont cette confiance en eux qui est très importante. Ils veulent tout de suite, mais ils font tout pour avoir tout de suite. Ils ont peur de rien, ils ont une capacité à zapper, comme on dit, très rapidement, chose qui est plus difficile même pour la génération qui a 30 ans aujourd'hui, qui reste plus marquée quand ça se passe mal. La jeune génération, elle oublie et elle s'intéresse à ce qu'il y a devant eux, donc, mais beaucoup de qualité footballistique, il y a beaucoup de talent. S'imaginer qu'ils pouvaient être aussi performants aussi rapidement, parce qu'il y en avait 14 qui n'étaient pas là à l'Euro 2016 et encore moins à la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Donc ils ont été performants tout de suite, bien aidés par les joueurs d'expérience et les cadres aussi, mais on fait pas les mêmes choses et de la même façon qu'en 98. Il faut s'adapter. Le maître mot pour un entraîneur et un sélectionneur, c'est s'adapter au contexte, s'adapter aux circonstances, s'adapter aux personnes qu'on a en face de soi. L'important, c'est toujours avoir le bon canal, de pouvoir discuter, qu'il y ait cette relation de confiance. C'est une génération qui est très sensible, donc ça amène à avoir un peu plus de démonstration en termes je dirais même d'affection. C'est comme ça, c'est s'adapter aussi. Je me suis adapté, non pas que je me suis forcé, parce que je suis d'un naturel comme ça. Je l'ai peut-être moins fait les années avant, plus par protection ou par réserve, mais optimiser les qualités individuelles avec des joueurs avec des caractères et des personnalités différentes. Mais la notion de groupe, dès le premier jour où je suis arrivé à la tête de l'équipe de France, parce que je sais
ce que c'est et ce qui nous a pas permis par moment d'arriver aux objectifs qui étaient les nôtres, ça passe par là. Après, le talent individuel, il fait la différence, mais la notion du collectif et l'équipe, le groupe, l'équipe de France, voilà, l'ensemble, c'est quelque chose qui est essentiel. La jeune génération des auditeurs d'Europe 1, Bilal. Oui, un petit peu dans le prolongement de la question d'Anissa. Oui. Quand j'ai annoncé à mes proches que j'allais avoir la possibilité de vous interviewer, beaucoup m'ont demandé, demande-lui qui gagnerait dans un match de gala entre l'équipe de France de celle de 98 et de celle de 2018. Aujourd'hui 2018, sans souci. Ils vont trop vite. Encore que... Et nous, on va de moins en moins vite. Je vais reformuler la question alors. Est-ce que vous préféreriez être joueur de l'équipe de France 2018 dans vos belles années ou sélectionneur de l'équipe de France 98? Je prends les deux. J'ai eu la chance d'avoir 2 très belles vies. La première, c'est la plus belle, ça je vous assure, parce qu'être footballeur professionnel, moi j'ai jamais considéré que c'était un métier. J'ai le privilège d'avoir fait de ma passion mon quotidien. Donc être sportif de haut niveau et footballeur international, c'est quelque chose de merveilleux. On n'a jamais envie que ça s'arrête. Malheureusement, les limites physiques à un moment nous rappellent et tout a une fin. Et la deuxième vie, on ne sait pas de quoi elle est faite. Elle est censée être plus longue puisque, bon, plus ou moins en moyenne, à 32, 33, 35 ans, on arrête notre première vie de sportif de haut niveau. Après, il y en a une deuxième. Donc, je n'échange pas. Je suis très heureux d'avoir pu vivre les deux avec des moments d'une intensité rare que l'on connaît que dans le sport, sans enlever les énormes ou extraordinaires réussites professionnelles dans divers domaines. Dans le sport, il y a une adrénaline et un côté émotionnel qui dépasse tout. Et quand on est là-dedans, on a du mal à se rendre compte sur le moment. C'est après, avec le recul, qu'on prend conscience de ce que l'on a fait et ce qu'on a pu partager aussi, parce que c'est ça, de créer des émotions et de partager ces émotions avec l'ensemble du peuple français, c'est des moments privilégiés. L'adrénaline, il connaît lui aussi, c'est un auditeur d'Europe 1, Laurent Lefebvre. Alors moi, si vous permettez, je vous appellerai Dieu, parce que vous m'avez prouvé qu'il existe le 15 juillet 2018. Non, Dieu, c'est Aimé Jacquet, c'était déjà le 12 juillet, mais c'était en 98. Alors Dieu 10, on va vous appeler. Mais je voulais vous remercier pour toutes les émotions qu'on a vécues, tous les Français, pendant cette Coupe du Monde. Justement, quels ingrédients vous avez gardés éventuellement de 98 dans la gestion du groupe de 2018 ? On a parlé du succès un peu des barbecues. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors, je sais que ce n'est pas un barbecue qui fait gagner la Coupe du Monde, mais est-ce qu'il y a d'autres moments Tout le monde en ferait autrement. C'est ça. Oui, il y a des choses à retenir. Après, il faut adapter, mais la notion de groupe, d'équilibre, le choix des hommes. Parce que faire la liste de 23, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est la première grande décision que j'ai eu à prendre parce que c'est s'embarquer sur, comme je l'ai dit, 55 jours puisqu'on a été au bout. Donc, on fait des choix de joueurs. Évidemment, les critères sportifs sont essentiels, mais ce n'est pas les seuls. Il y a des choix humains aussi pour avoir un équilibre. Les équilibres de groupe sont très fragiles parce qu'ils étaient tous heureux le soir de la publication de la liste des 23, mais après, quand ils sont là, ils veulent tous jouer. Mais il n'y en a que 11 qui jouent. Et même si, à part Abdi Larami et Alphonse Areola qui n'ont pas joué, tous les autres ont pu participer à un moment. La difficulté après dans la gestion, c'est de les faire sentir à tous importants, mais faire sentir un joueur qu'il est important sans qu'il ait le plaisir d'être sur le terrain, c'est pas évident. C'est là où la notion de groupe et de collectif prend le dessus. Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France de football, est l'invité exceptionnel des auditeurs d'Europe 1 ce soir. On se retrouve dans un instant pour continuer cette interview magnifique. À tout de suite. Didier Deschamps face aux auditeurs d'Europe 1. En direct et en public, dans le studio Belmar sur Europe 1. Didier Deschamps est avec nous. Et face aux auditrices et aux auditeurs d'Europe 1 qui lui posent des questions, notamment sur, ça c'est une interrogation qui est revenue souvent lors de notre conférence de rédaction, Didier Deschamps, sur votre mode de fonctionnement. Comment vous faites vos choix ? Les choix cruciaux, est-ce que vous doutez parfois ? Question posée à ce sujet
pour commencer par Cécile Kinowski. On parlait tout à l'heure du but de Benjamin Pavard, au second poteau Pavard, on s'en rappelle bien, qui impliquait aussi Lucas Hernandez. Ces deux latéraux-là, comment vous les avez choisis? Parce qu'on a été un peu surpris par ces choix-là. Est-ce que vous avez eu l'impression de prendre un risque ou est-ce que vous étiez confiant quand vous avez choisi ces deux joueurs? Moi, j'étais pas surpris. Je les prends parce que je savais ce qu'ils pouvaient nous apporter à un moment ou à un autre. Après, je ne prends pas de risque à partir du moment où je les inclus dans la liste des 23. C'est après, évidemment, de longues réflexions parce qu'ils sont déjà venus avec nous dans les matchs qu'on a eu avant. Donc, de par ce qu'ils ont fait sur le terrain et de par leur caractère et leur personnalité aussi. Non, pas de risque. Après, c'est bien simple. Si je les mets titulaires au premier match, c'est pour la simple et bonne raison qu'ils sont meilleurs que d'autres, que j'avais pris aussi, qui étaient là, qui n'étaient certainement pas en pleine possession de leurs moyens, en l'occurrence Benjamin Mendy et Djibril Sidibé. Mais nous, on les a suivis. Je peux comprendre que pour le grand public, Benjamin Pavard qui joue à Stuttgart, je pense qu'il y en a peu qui ont vu ces matchs. Nous, avec Guy Stéphane, mon adjoint, on a vu une bonne trentaine de matchs, en plus des matchs qu'il avait fait avec nous, en plus des sélections qu'il avait eues avec les espoirs et avec son entraîneur, et évidemment Sylvain Ripoll, avec qui j'échange fréquemment, puisque c'est l'antichambre, il y en a beaucoup qui passent des espoirs pour venir après en A. Voilà, l'interrogation, c'était simplement, est-ce qu'ils pouvaient être déjà au très haut niveau à 21 ans, sans avoir vécu, même si Lucas Hernandez est à l'Atlético de Madrid depuis pas mal d'années, il a l'habitude de jouer des matchs de Champions League, de jouer le titre. Benjamin Pavard avait un peu moins d'expérience, mais après c'est leur mérite. Évidemment, je leur ai fait confiance, mais à partir du moment où je les prends dans les 23 sont susceptibles de pouvoir jouer à un moment ou à un autre. Et voilà, dès le départ, ils ont répondu. Et heureusement qu'on les avait, parce que au-delà de ce but contre l'Argentine, où les deux sont impliqués, c'est deux joueurs qui ont amené beaucoup de solidité, de sécurité dans tout le secteur défensif et la ligne défensive. Toujours sur le mode de sélection, le mode de fonctionnement du sélectionneur, Laurent Le Tourneur. Alors, il y a beaucoup de journalistes, certains, je précise. Avec un S ? Oui, voilà. Oui. Qui vous rabâchent ou qui vous parlent souvent des cas Rabiot, Benzema, Valbuena. La liste, elle est. Ça doit être la première fois qu'on doit vous en parler. Oui. Comment vous gérez votre calme, votre sang-froid devant la presse, tout ça ? Je vous dis sincèrement, personne n'arrivera à me faire perdre mon calme. Je suis habitué, j'ai connu dans ma vie de joueur, je sais comment fonctionnent les médias, il y a toujours forcément des polémiques, des débats, chacun a droit de dire ce qu'il veut et comme il veut. Voilà, moi c'est quelque chose, je suis en immersion, ça ne m'intéresse pas quand je suis avec les joueurs. Je sais que ça fait partie du paysage médiatique, mais ça n'a jamais eu et ça n'aura jamais aucune influence sur mes choix. C'est beaucoup de discussions, d'échanges avec mon staff technique et puis à un moment, je prends la décision et elle est assumée. Je ne suis pas là pour faire des choix populaires ou impopulaires. Je fais des choix toujours dans le sens de ce que je pense être le bien de l'équipe de France. Ce n'est pas pour moi que je l'ai fait. Moi, je suis au service de l'équipe de France aussi. C'est ma responsabilité et ma fonction de sélectionneur qui m'amène à prendre des décisions. Mais voilà, c'est réfléchi. Après, c'est peut-être ma logique, c'est pas la logique de tout le monde. Mais de tout temps, je prends 23 joueurs, on va toujours parler... Mais ça ne vous touche pas Non, sincèrement. Ça boue un peu à l'intérieur, Didier, quand même, non ? Non, même pas. Même pas ? Non, même pas. Deschamps, après... tous les mois, quasiment, le sujet qui revient. Deschamps et Benzema qui revient sur le tapis. Voilà, ça vous agace pas, quoi. Non, sincèrement, c'est... Je ne veux pas dire que c'est quelque chose qui est agréable, mais ce n'est pas quelque chose qui va me faire perdre mon calme. Je fais en sorte de
de répondre aux questions, même si certains journalistes, beaucoup pensent que des fois je réponds sans répondre. C'est parce qu'ils pensent, ils n'ont pas la réponse que vous voudrez, mais j'ai quand même la liberté. Vous avez la liberté, ou ils ont la liberté de poser toutes les questions. J'ai quand même la liberté de choisir mes réponses aussi, et je ne peux pas tout dire. Je suis pas journaliste, moi. Non, mais il n'y a pas de... Supporter d'Auxerre, on l'a bien retenu, oui, absolument. Je ne peux pas tout dire, mais si je ne dis pas tout, parce qu'il y a des éléments que nous avons en interne, que nous, le staff, nous savons, et qu'à l'extérieur, vous ne pouvez pas savoir, mais c'est valable dans tout groupe, dans toute équipe, de club aussi. À un moment, évidemment, ça se joue à peu de choses entre deux joueurs, mais... ça fait partie de la responsabilité, de ma responsabilité de choisir toujours, je le répète, ce qui est important, c'est toujours dans le sens de ce que je pense être le bien de l'équipe de France. Anissa Mourès, auditrice d'Europe 1, est venue avec ses questions également, Didier Deschamps. Oui, on sait que les veilles de rassemblement, il arrive que les joueurs se blessent. Moi, je souhaiterais savoir comment vous établissez la liste des remplaçants. Si vous avez une liste préparée à l'avance de doublons un plan B, par poste. Oui. Là, on était obligé de le faire. C'est les obligations FIFA, puisqu'on avait une liste de réservistes. On pouvait mettre jusqu'à 35 noms maximum. Donc, même si elle n'a pas été divulguée publiquement, donc on avait la liberté. On pouvait en mettre 7, 10, jusqu'à 12, puisqu'il y en avait 23 plus 12, ça fait 35. Donc... en 2014 et 2016, la première partie de la préparation, les réservistes étaient avec nous. Là, j'ai changé d'option en grande partie parce que sur les 23 que j'avais sélectionnés, 22 étaient disponibles dès le premier jour de stage. Ça nous a permis d'aller un peu plus sur un travail un peu plus qualitatif, individualisé, mais les 12 réservistes ont reçu un programme, ils devaient s'entretenir au cas où s'il y avait un problème, comme ça c'est déjà arrivé et ça peut arriver malheureusement. Bilal, question au sélectionneur. Alors coach, vous l'avez dit, c'est compliqué de choisir ces 23 joueurs et puis après les 11 titulaires et qui à quel poste. Et parfois c'est dur de s'imaginer qui fonctionne bien avec qui. Est-ce que parfois ça peut vous arriver de tester vos compositions sur FIFA ou PES, de faire sur les consoles de jeu? C'est le football virtuel, ça. Là, c'est facile. Au paperboard aussi, c'est magnifique. Hein. Là, vous êtes très fort, il n'y a pas d'espace, l'adversaire, tout est contré. Sur un grand terrain, c'est pas la même chose. Vous n'êtes pas console de jeu, Didier Deschamps? Non, j'ai eu il y a un petit moment, quand mon fils était un peu plus jeune, mais bon, je suis pas... Eux, ils sont très spécialistes jeux vidéo, mais là, on est dans la réalité, mais c'est un peu le football fiction par moment. Après, même si tout le monde peut s'exprimer, c'est pas tout d'avoir un avis. Tout le monde peut avoir un avis, il peut même être différent du mien. Le plus important, c'est pas d'avoir un avis, c'est de l'argumenter. Et quand il y a une argumentation qui est bonne, mais souvent elle est partielle, voire erronée. Là, c'est pas pareil, parce que si c'est dire pour dire, ouais, mais il fallait faire jouer celui-là, on peut jouer avec 6 attaquants. Oui, bien sûr, tout est possible, mais je suis dans le monde réel et le haut niveau, voilà, il y a beaucoup d'exigences. Vous aviez une vraie question en fait, Bilal. Une vraie question. Pardon. Je croyais que c'était ta question. Je vais raccourcir mes réponses. Non. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation un petit peu conflictuelle avec un joueur et avec du recul, de vous rendre compte que peut-être vous aviez votre part de responsabilité dans la naissance de ce conflit et de faire le premier pas vers le joueur, pas forcément publiquement, mais peut-être de manière privée, où vous estimez que peu importe, un sélectionneur ou un entraîneur n'a pas à se justifier, s'excuser ou... Se justifier, non, ça c'est... Je ne peux pas l'entendre, ça. J'argumente, plus ou moins. Mais c'est comme, je vais vous prendre un exemple, c'est comme, on m'a déjà posé la question de est-ce que vous avez appelé les joueurs que vous n'avez pas sélectionnés, même s'ils sont réservistes. Mais ces joueurs-là, c'est pas audible pour eux, je peux leur dire... tout et n'importe quoi, ils sont dans un tel état de déception, de désillusion, qu'ils n'entendront pas de toute façon, quoi. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui aime le conflit. Je préfère être alerté avant pour ne pas arriver au conflit.
mais ça passe par des discussions évidemment collectives, des entretiens individuels. Mais je dis pas, voilà, fais ce que je dis, j'ai raison. Ça peut arriver que je me trompe aussi. Hein. Et vous faites le premier pas dans ce cas-là pour prolonger la question de Bilal? Vous, Oui, le sélectionneur, vers le joueur? Il n'y a pas, oui, s'il y a eu ou s'il y a une compréhension ou quoi que ce soit. Autrement, c'est pas. Même si je représente pour eux l'autorité et le pouvoir de décision en tant que sélectionneur, dans les échanges, c'est pas forcément que des échanges formels. Ça peut être à des moments aussi. De la journée, c'est pas forcément dans un bureau face à face, quelque chose de très conventionnel. L'important, c'est qu'il y ait toujours ces échanges, mais moi, je suis pas là pour leur dire tout ce qu'ils ont envie d'entendre aussi. Je suis là, et c'est important, il faut le dire, quand c'est bien, encourager, dire quand c'est bien aussi, et quand les choses ne vont pas bien, le dire. Après, c'est voir comment les joueurs réagissent, est-ce qu'ils en tiennent compte, est-ce qu'ils en tiennent pas compte. Moi, je ne suis pas tout le temps avec eux dans leur quotidien. Là, oui, en Coupe du Monde, puisque c'est H24. Mais entre les stages, durant les saisons, ils sont avec leur famille, leurs agents, leurs conseillers de ceci, de cela. Voilà, ils écoutent certaines personnes, mais pas de souci de pouvoir... De toute façon, ma responsabilité, elle est toujours engagée. Puisque si tu ne prends pas de décision, tu ne vas jamais te tromper. Hein. Moi, ça ne me dérange pas, j'aime ça. Je les prends, je les assume. Après, c'est les joueurs qui me donnent tort ou me donnent raison. Et quand ça se passe mal dans le sport et dans le football, 95% c'est pour l'entraîneur. Hein. Et quand ça se passe bien, c'est l'inverse, mais pour les joueurs. C'est comme ça ne me gêne pas non plus. J'étais de l'autre côté, donc... quand tu es sélectionneur... Tu es là pour les autres. Tu donnes beaucoup, tu donnes tout. Mon staff aussi, je le répète. On fait tout pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Après, c'est eux. Je n'ai pas le joystick là pour les télécommander sur le terrain. Ah, on en revient à la console de jeu, là, ça y est. Oui, non, mais il y a ça un moment. On a beau tout prévoir avec la vidéo, les statistiques, et puis à un moment, il y a eux. Et on ne sait pas ce que va faire l'adversaire. À un moment, il y a une situation, on peut faire en sorte de les prévoir pratiquement toutes. Mais à un moment, il y a ce que va penser le joueur par rapport à ce que fait l'adversaire. Et donc là, c'est l'intelligence, c'est le ressenti du joueur, même si on peut l'analyser après, même s'il peut faire des mauvais choix. Mais à ce moment-là, c'est à lui de prendre la décision. Laurent, le tourneur, avant la question de Laurent Lefebvre, vous vouliez ajouter quelque chose sur cette... Oui, donc, vous vouliez rebondir sur ce thème? On rebondit. Voilà, on rebondit. C'est Adrien Rabiot qui doit venir s'excuser auprès de vous, du coup. Non, pourquoi? Non, moi je ne demande rien. J'ai aucun souhait. Vous savez exactement ce qui s'est passé. Je ne vais pas en remettre on sait pas, nous, hein. Une couche. Oh bon, c'est pas un secret. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas un secret de polichinelle. Après, il prend cette décision, il l'assume. Voilà, ce que j'ai dit et je redis par rapport à ce que représente l'équipe de France et ce maillot-là et vis-à-vis des autres joueurs. Voilà, c'est une erreur de sa part. De jeunesse, oui, peut-être. Après, il l'a pris, à lui de l'assumer. On peut me poser la question, oui, est-ce qu'il va revenir? Mais pendant ce temps-là, ceux qui étaient là, ils ont été performants, l'équipe de France a été performante. Et puis, il y en a d'autres qui n'étaient pas à la Coupe du Monde et qui sont venus et qui ont répondu présent aussi. Donc, il y a une concurrence qui est là. Ce n'est pas un choix personnel, ce n'est pas pour des raisons personnelles. J'en fais jamais autrement. Il n'y a que des cas. On me dit, oui, le cas Rabiot, le cas ceci, le cas cela. Non, ce n'est pas des cas. C'est l'équipe de France et je choisis en fonction du groupe. Laurent Lefebvre, question à Didier Deschamps. Alors là, attention, moment de pure fiction, vous allez vite comprendre pourquoi. Je viens de mettre un deuxième triplé en tant que grand attaquant de l'OM. Je suis meilleur buteur du championnat. C'est vraiment de la fiction, là. Ouais, complètement. Par contre, j'apprends, et ça c'est pas de la fiction, j'apprends ma première sélection grâce à Europe 1. J'arrive à Clairefontaine, et là la France veut savoir, est-ce que je vous vois ou est-ce que je te tutoie? Est-ce qu'il y a une règle de base? Est-ce que ça se fait naturellement? Est-ce qu'il y a un code, une charte? Non, il n'y a pas... Écoutez, sincèrement, je préfère un tutoiement avec du respect qu'un vouvoiement avec une arrière-pensée négative. Non. Bon, en général, il y a quand même... C'est quoi la majorité?
C'est plus du vous, oui. Au début? Oui. Après une partie de ping-pong, on se tutoie non, je joue pas au ping-pong. Oui, je sais, on a vu les tournantes surtout. Très dangereux. Non, ça va trop vite aussi. Ouais. Non, mais parce que il y a du respect, ça c'est important. Après, comme je représente l'autorité et la responsabilité de sélectionneur, sincèrement, après, bon, ça dépend un peu, c'est culturel aussi. Il y en a qui sont moins habitués que d'autres à utiliser le vouvoiement, mais il y en a quelques-uns, peut-être pas dans les 23, qui ont pu me tutoyer, mais ça ne me pose pas de problème. On va continuer à vous voyez dans cette émission Didier Deschamps. On est ravis que vous soyez avec nous. On se retrouve dans un instant. Didier Deschamps et face aux auditeurs d'Europe 1. À tout de suite. Didier Deschamps face aux auditeurs d'Europe 1. Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. En public, dans le studio, Pierre Bellemare sur Europe 1 face à 5 auditrices et auditeurs d'Europe 1. Il répond, comme d'habitude, avec beaucoup de franchise, beaucoup de clarté, Didier Deschamps. Même maintenant sur l'Euro aussi, qui est le prochain objectif de cette équipe de France, avec les éliminatoires. Et cette question, c'est Laurent qui va vous poser la première question à ce sujet-là. Laurent Le Tourneur. En ayant gagné la Coupe du Monde, est-ce que vous vous sentez maintenant un peu plus attendu et avec un peu plus de pression par rapport à la Coupe du Monde 2018 ? On a un statut. Faut le défendre. On est, quoi qu'il arrive, champion du monde. On a de la chance, on sera un peu plus de 4 ans, puisque la prochaine Coupe du Monde, elle est en hiver, donc on gagne quelques mois. Oui, il y a un statut. L'attente, elle était très forte déjà pour l'Euro 2016 en France. Elle était là en Russie. Le haut niveau, voilà, gagner, c'est très difficile. Se maintenir, c'est encore plus difficile. Mais la vie continue. C'est pas parce qu'on a été sur le toit du monde au mois de juillet en Russie qu'il n'y a rien d'intéressant à faire. Il y a cet Euro, se qualifier avec le sérieux, le plus de sérieux possible, la même détermination, ce qui nous a permis d'aller jusqu'à ce titre de champion du monde. Mais oui, forcément, il y aura des analyses, l'attente est là. Quand on gagne, on s'habitue à gagner. Hein. C'est des moments, de grands moments, et on a envie que ça continue. Mais dans l'historique du niveau international, on se rend compte que les cycles sont très courts, parce que les équipes qui n'ont pas réussi à gagner travaillent, progressent. Et puis, celle qui a gagné, il faut toujours se maintenir. Donc l'attente est importante, mais il faut voir ça. Pression, j'aime pas, parce que c'est un côté négatif. Je préfère cette adrénaline, cette excitation d'aller, ce côté compétiteur que les joueurs ont. Ils sont habitués, ils baignent là-dedans quotidiennement, et les exigences avec l'équipe nationale sont encore plus élevées, quoi. Anissa Mourès pose sa question à Didier Deschamps. Alors, concernant que l'Euro. pensez-vous du fait que l'Euro 2020 se déroule sur 12 pays ? Est-ce que ça peut avoir un effet sur le physique des joueurs avec les vols, les déplacements ? C'est quelque chose de nouveau. C'est pas simple. On s'y penchera dessus quand il sera temps. Déjà, il y a des distances très importantes. On peut jouer dans plusieurs pays. Camp de base, est-ce qu'il y en aura un ? Est-ce qu'on restera à Clairefontaine ? J'ai hâte de me poser ces questions. C'est pas le moment encore, puisqu'il faudra qu'on se qualifie. Ça, c'est le plus important. C'est la première étape. Mais oui, on n'est pas habitué à ça. Donc, il faudra encore une fois s'adapter, parce que les temps de récupération entre les matchs, il faudra voir les calendriers aussi, mais ça peut évidemment avoir une influence sur l'aspect physique, surtout pour les équipes qui vont au bout de cette compétition. Bilal, au sujet de l'Euro également. Oui, également. Est-ce que vous auriez une pièce à mettre sur un outsider ? Un petit pari, un pronostic. Une équipe dont on ne parle pas pour l'instant. Vous l'avez dit, les cycles sont courts. Est-ce que vous voyez une équipe qui, pour l'instant, est calme et qui, dans 2 ans, ferait un très beau parcours en Euro ? C'est difficile de le dire, mais en règle générale, il peut y avoir quelques surprises en Coupe du Monde, en championnat d'Europe, en 8e, en quart, dans le dernier carré. C'est très rare qu'il n'y ait pas les gros qui sont là, mais dans les gros, vous pouvez mettre une petite dizaine d'équipes.
et vous en gagnez que 4. Donc il y aura forcément 4, 5, 6 qui ne seront pas, mais c'est toujours les plus forts qui sont là. Au niveau international, il n'y a pas de surprise. Ce n'est pas une petite nation qui peut aujourd'hui prétendre arriver dans le dernier carré de l'Euro. C'est toujours les meilleures nations européennes. Aujourd'hui et dans 2 ans, 2 ans au niveau, c'est long. Hein. Ça peut paraître court dans la vie, mais... Est-ce qu'on attendait Monaco aussi loin en Ligue des Champions récemment? Ça arrive parfois, des équipes inattendues qui arrivent dans le dernier carré. Oui, ça peut en club, en équipe nationale, à moins que, même si on peut considérer, peut-être à tort, mais que la Croatie n'était pas forcément une équipe qu'on voyait en finale de Coupe du Monde. Oui, parce que c'est un petit pays, il y a peu de licenciés. Après, la qualité, elle est là, de s'être hissé en finale de Coupe du Monde. On voyait certainement d'autres pays comme l'Espagne, l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil. Voilà, le championnat d'Europe, c'est aussi difficile qu'une Coupe du Monde parce que si on enlève 3-4 pays sud-américains, les meilleures équipes, elles sont là. Donc ça va être une compétition très relevée, mais sincèrement, surprise de voir un adversaire, une petite nation aujourd'hui sur le papier arriver en demi-finale. Aller en quart. Et le Pays de Galles. Hein? Et la Belgique. Oui, Je pensais que vous alliez dire la Belgique, Didier Deschamps. Non, mais pour les la Belgique outsiders. est un grand pays de football. Ils ont une très belle équipe. Et je le dis sans ironie parce que j'ai l'impression que c'est moi qui va les titiller alors que c'est eux qui ont surtout allumé les flammes. Je peux comprendre, j'ai fait en sorte d'édulcorer mes réponses, mais on me pose sans arrêt la question. J'ai rien contre les Belges. Je suis désolé pour eux qu'ils aient perdu 1-0 contre nous. Ils auraient pu mériter aussi d'aller en finale et pourquoi pas d'être champion du monde. Ça leur est pas arrivé, mais c'est une grande nation. Ils ont une très belle équipe. Laurent Lefebvre. Alors, je ne sais pas dans 1 an et demi si vous remportez l'Euro en 2020, parce que vous aurez fait le doublé 2018-2020 en plus de 98-2000. Merci, j'aimerais bien. Mais la question est la suivante. Est-ce que vous allez vous servir d'une certaine vengeance de l'échec de 2016 ou vous allez continuer votre fil rouge avec le succès de la Coupe du Monde pour justement motiver les joueurs? Vengeance, non. Il n'y a pas ce mot-là dans le sport, ni même revanche, parce que c'est pas la même période. Ça a été difficilement digérable, notamment par Griezmann, entre autres, et pas mal de joueurs non, aussi. Mais je vous dis sincèrement que la défaite en finale de l'Euro nous a servi énormément pour préparer la finale de la Coupe du Monde. Et à moi aussi, parce que j'ai modifié certaines choses, et les joueurs qui étaient là, les 8 qui ont vécu ce moment-là, je peux vous assurer, ça a été tellement dur, tellement difficile à vivre sur le moment qu'ils n'avaient pas envie. Mais c'est ça aussi l'expérience. C'est à travers, je ne vais pas parler d'échec, mais quand il n'y a pas le succès, à travers ce que l'on a pu ressentir, et les joueurs aussi, dans l'approche du match, de mieux gérer tout ce qui est le côté émotionnel. Je ne fais pas un copier-coller. Je n'ai pas fait un copier-coller entre 2016 et 2018. Il faut se renouveler aussi, même s'il y a un fil conducteur, mais je ne répète pas toujours la même chose. Et à un moment, je peux changer parce que je le sens comme ça, ou en échangeant avec mon staff technique. Il y a besoin de surprendre aussi un petit peu. Et juste dans la lignée, bien sûr. Une autre question complémentaire, vous parlez des joueurs justement. Est-ce que vous avez éventuellement, dans la lignée de Pavard et Hernandez, éventuellement un joueur en ligne de mire qui d'ici 1 an et demi pourrait éventuellement ressortir? Il peut. Vous m'aurez posé la question juste après la finale de l'Euro. Je ne vous aurais pas parlé de Hernandez et Pavard. Mais il y en a eu 14 qui sont arrivés depuis la finale de l'Euro, des 23. Donc d'ici 2 ans, il y en a qui disparaîtront ou qui seront absents. Il y en aura forcément d'autres. Savoir aujourd'hui répondre qui. Il y en a pas un que vous suivez un peu en secret? Non, parce qu'il y a de la concurrence. Déjà, au départ, que tout le monde soit disponible et en pleine possession de ses moyens, au moins j'ai le choix. Malheureusement, et c'est arrivé avant la Coupe du Monde aussi, avec des blessés comme Laurent Koscielny ou Dimitri Payet, eux, il n'y avait pas le choix puisqu'ils étaient blessés. C'est arrivé avant l'Euro 2016 aussi avec Raphaël Varane. Donc ça arrive malheureusement, et dans ce cas-là, il faut prendre le plan B, C, voire D. C'est anticipé. Donc, mais on suit
avec mon staff technique, à chaque journée de championnat ou Coupe d'Europe ou Coupe nationale, une cinquantaine de joueurs. Donc c'est à peu près 5 joueurs à chaque poste. Aouar en fait partie pour prolonger un tout petit peu Il la est dans la question de Laurent. sélection des esports. C'est un joueur intéressant, mais bon... Il pourrait émerger théoriquement dans 2 ans, par exemple. Ben, il est avec déjà l'équipe de à un bon France. niveau. Ouais, Comme bien sûr. j'ai fait le choix de prendre Tanguy Ndombele, qui joue avec lui, qui est au même poste, même s'il n'est pas dans le même registre. C'est pas tout, oui, j'en aurai que 23. Hein. Même si c'est là la difficulté, potentiellement, mais je l'ai dit pour la Coupe du Monde, il y en a certains qui auraient mérité d'être dans les 23, mais à un moment, la liste, elle n'est pas extensible. Alors, certains diront oui, mais moi je préfère celui-là, moi je préfère celui-là. Ben oui, mais moi j'ai choisi celui que je pensais être le mieux pour ce groupe-là. Didier Deschamps, invité exceptionnel d'Europe 1. Face aux auditrices et aux auditeurs d'Europe 1, on se retrouve dans un instant, toujours en public, avec Didier Deschamps. Didier Deschamps, face aux auditeurs d'Europe 1. Didier Deschamps est avec nous. Merci encore Didier de répondre aux questions des auditrices et des auditeurs d'Europe 1. On a évoqué votre mode de fonctionnement, comment travaille le sélectionneur. On y reviendra d'ailleurs un petit peu plus tard, la Coupe du Monde 2018, l'Euro. Le football français, également le niveau du foot français, la Ligue 1 en général, mais également le foot féminin. Ça, c'est une question qui vous taraude, Cécile, depuis un moment et que vous avez envie de poser à Didier Deschamps. Il est là. La France va accueillir la Coupe du Monde en 2019. Donc, on a cette chance de pouvoir assister à ces matchs-là. Est-ce que vous suivez le parcours de l'équipe de France féminine ? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des échanges avec le groupe de Corinne Diacre ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Pas avec le groupe, avec Corinne, oui. Ouais. Mais je l'ai vu juste avant de venir à la fédération où je suis passé. Oui, on échange bien évidemment, même s'il n'y a pas les mêmes spécificités, mais le football féminin est en plein essor. Il y a beaucoup plus de filles qui se mettent à jouer au foot. Il s'est développé. Et l'équipe de France est compétitive, évidemment. Il y a une attente qui est forte parce que, comme la Coupe du Monde est organisée en France, mais il y a beaucoup d'échanges avec Corinne, son staff, ses adjoints. Et qu'est-ce que vous lui dites ? Ben, je réponds à ces questions. Et quelles sont ces questions ? C'est plus dans le... évidemment, puisque j'ai déjà connu ça en tant que joueur et en tant que sélectionneur, d'avoir une compétition à jouer à domicile. Après, c'est sur la préparation, l'organisation des stages. Mais je ne suis pas là pour lui donner des conseils. Je suis là pour lui donner mon avis, ou mes adjoints aussi qui échangent avec elle. Après, elle y réfléchit et c'est elle qui prendra sa décision. Mais c'est plus des échanges par rapport à l'expérience que l'on a vécue. Et si elle a des choses à retenir, après, elle les fera à sa sauce, comme on dit. Elle s'appuie beaucoup sur vous ? Beaucoup sur moi. Elle est suffisamment responsable et elle connaît suffisamment bien le football féminin et les joueuses. Après, c'est plus... en termes de planification, d'organisation, le staff, comment on fonctionne, quelle place, l'équilibre, parce qu'il y a un équilibre de groupe de joueurs, mais moi j'avais 20 personnes avec moi, avec mon staff, là aussi il y a un équilibre staff aussi, et puis elle a ses propres convictions, elle peut croire à certaines choses, moins à d'autres. Après, est-ce qu'elle peut tout adapter ? Peut-être pas aussi, parce qu'il y a la spécificité du football féminin. Donc voilà, c'est des échanges par rapport aux questions qu'elle peut se poser en tout genre. Et je fais en sorte de lui dire ce que je pense, sans lui dire il faut faire ça ou c'est elle qui décidera. Mais déjà, quand on peut éliminer les mauvais choix, on ne sait pas toujours la meilleure solution. Et des fois, elle n'existe pas. Mais déjà, de ne pas faire des choix qui nous amènent dans le mur, c'est déjà pas mal. Toujours au sujet du football féminin, Anissa. Oui, suite à une interview dans un journal où vous avez dit... Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'entraîner une équipe féminine, c'était un choix inconcevable pour vous. Ouais. Pour quelle raison ? Il va falloir que je rentre dans le détail. De par la spécificité d'entraîner des filles, ça limite forcément la présence dans le vestiaire. Dans le vestiaire.
Et il y a des codes, bien évidemment. Bon, Corinne Diacre, elle n'a pas de soucis puisque c'est une femme, mais j'ai échangé avant avec Philippe Bergerot, Bruno Bigny, avant encore ou Olivier Echouafny. Si vous êtes entraîneur homme et vous entraînez des filles, forcément, ou des femmes, c'est pas comme... il n'y a pas la même liberté. Donc, oui, non. Bon, Remarque de Laurent Le Tourneur. C'est des codes. Et par rapport à ça, ça m'enlèverait un peu de ce que je considère l'essence même de mon métier, d'être au cœur de l'événement, de pouvoir intervenir. Bon, on peut s'adapter à tout, mais comme moi je suis et comme je le ressens, je ne pense pas que je me sentirais à l'aise. C'est pour ça que j'ai dit que je ne me voyais pas la tête d'une équipe féminine. D'accord. Et à contrario, une femme entraîner des garçons, par exemple l'équipe de France, est-ce que vous pensez que ce serait faisable, justement? Pourquoi pas? Corinne Diacre a été entraîneur oui, mais d'une équipe nationale, oui, mais une équipe de France. Elle a entraîné et elle a bien réussi avec une équipe de Ligue 2. Pourquoi pas, même si elle l'a reconnu, puisqu'on lui a posé la même question. Je pense qu'elle a été assez lucide en disant qu'il y a peu de probabilité que ça arrive. Mais bon, pourquoi pas dans l'absolu? C'est pas réservé uniquement les hommes aux hommes, les femmes aux femmes. Je pense que les problématiques que je viens de parler, elles seraient aussi importante, si ce n'est plus, si c'était une femme qui entraînait des hommes. Pour des raisons de vestiaire, notamment. Oui, et puis de code aussi. C'est pas les mêmes sensibilités. Voilà, même si ce sont des sportifs et des sportives de haut niveau, je pense pas qu'on parle de la même façon à une internationale femme qu'à un international homme. Voilà, mais il faut s'adapter de toute façon. Laurent Le Tourneur s'est distingué tout à l'heure par une remarque extrêmement pertinente. Il reprend la parole. Désolé. Il faut maintenir le niveau. Oui. Allez. Est-ce qu'il y a une possibilité de vous revoir un jour sur un banc de Ligue 1 ou un autre championnat? Oui, un club, je quoi, vous dis, un club. Si on dit on ne sait jamais, allez, demain je vais y avoir droit. Je ne sais pas, je ne me pose pas la question. J'ai connu ça, j'ai pris beaucoup de plaisir, même si c'est très usant, fatigant. Aujourd'hui, je suis épanoui dans ce rôle de sélectionneur. Chaque jour qui passe, je sais que je me rapproche un peu plus de la sortie, c'est comme ça. Mais ça fait déjà 6 ans que je suis là, je fais en sorte d'en profiter. Je ne me pose pas la question de savoir le demain, après-demain, dans 2 ans, dans 4 ans. Vous n'avez pas programmé la retraite? Retraite, je viens d'avoir 50 ans, ça va, je n'ai pas de limite physique, je me sens bien. La retraite en tant que sélectionneur? Non, mais c'est pas forcément que des fois on la programme pas. Hein. Des fois on vous y met parce que je suis soumis comme tout le monde à des exigences de résultats. Si vous voulez qu'on reprenne le si on se qualifiait pas pour la Coupe du Monde 2014 avec le match de barrage contre l'Ukraine. J'aurais pu être là, pas forcément pour parler de la même chose. Encore que. Bilal, autre question. Oui, pour reparler de Ligue 1 et de foot français, on voit ces derniers temps beaucoup de jeunes joueurs français vendus pour des sommes astronomiques et donc ça montre que la formation française se porte plutôt bien. Toujours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient cette qualité de formation française? Et peut-être, est-ce qu'il y a des défauts ou des choses, selon vous, à corriger, à améliorer? La formation française a toujours été reconnue comme l'une des meilleures formations. Alors ça vient certainement de la qualité des joueurs, mais pas seulement. Il y a la qualité du monde encadrant, à savoir la formation de cadre aussi, des éducateurs. Mais ça part déjà à la base du football amateur. Même les bénévoles, les dirigeants, les entraîneurs d'équipes de jeunes. Voilà, il y a aujourd'hui une philosophie de travail qui a toujours fait ses preuves. Après, pourquoi le footballeur français intéresse toujours les grands clubs étrangers? Il y a 2 explications. Déjà parce que
de par l'historique, le joueur français arrive à s'adapter très facilement à n'importe quel championnat. Il est performant, il est compétitif. Et puis après, il y a une réalité économique. Aujourd'hui, la Ligue 1, mis à part, un club et demi, mais surtout un club, le PSG. Autrement, tous les autres clubs, à un moment, ils savent qu'économiquement, pour que ça soit viable, ça passe par la vente de joueurs. Et pourquoi le joueur français, il prend beaucoup de valeur ? Parce qu'il a l'opportunité de jouer très tôt. Aujourd'hui, un jeune joueur de 17 ans, 18 ans, il joue en Ligue 1. Dans les autres grands championnats, à part ceux qui sont vraiment hors normes, mais il n'y en a pas beaucoup. En France, à 20 ans, vous arrivez à 20 ans, il y en a, ils ont déjà 2 saisons complètes. Alors que dans certains pays, c'est à 22 ou 23 ans. Donc, mais la qualité est là. Après, l'aspect économique, oui, c'est des sommes qui sont démentielles. Mais si ces sommes existent, c'est parce que le football génère aussi beaucoup d'argent. Et si les clubs mettent des sommes aussi importantes, ils ne sont pas fous. C'est parce qu'il y a des retours sur un investissement qui sont très rapides. Donc, c'est la formation française a toujours été reconnue. Elle a encore plus mis en valeur. Il y a pas mal de partenariats avec les États-Unis, dernièrement avec la Chine aussi. Mais ça se passe aussi pour les entraîneurs et les éducateurs. C'est ça qui est important. Toujours concernant le football français, Laurent Lefebvre. Alors je vais aller droit au but. Ce dimanche, il y a un certain Marseille-Monaco. Ils ne sont pas forcément en grande forme en ce moment. Le PSG surclasse la France, que ce soit en Coupe de France, en Coupe de la Ligue ou en championnat. Je pense que même déjà les coupes, on a déjà mis leur nom dessus pour cette année. Faut quand même avoir un sacré moral, Didier Deschamps, pour jouer en France aujourd'hui, quand on a le PSG qui est loin devant comme ça. Vous en pensez quoi, vous, du niveau de la Ligue 1 Ça n'a pas été il y a 2 ans, mais aujourd'hui, oui, la réalité. Mais à partir du moment où Paris se renforce chaque année et la concurrence, de par des raisons économiques, est obligée de se séparer ou de vendre des joueurs, voilà, l'écart s'est creusé. Bon, c'est la réalité, ce qui ne veut pas dire que le championnat n'est pas intéressant. Il y a la locomotive PSG, c'est pas toujours une bonne chose pour eux aussi, parce que lorsqu'ils sont sur la scène internationale à travers la Champions League, évidemment, d'avoir des difficultés dans les matchs quotidiens en championnat, ça les prépare aussi mieux, mais oui, ça... Il n'y a pas trop de suspense pour savoir qui va être champion de France. C'est pas contre-productif pour le football français, ça, cette supériorité incontestable de Paris? Je sais pas. Si regardez en Italie depuis des années, la Juventus, elle n'a pas d'adversaire non plus. En Espagne, ça se joue à 2-3. Ça peut arriver. Il y a 2 ans, Monaco avait créé, entre guillemets, la surprise en étant champion de France. Bon, là, cette année... Oui, il y a moins de doutes, c'est la réalité. Alors, ce n'est pas la faute du PSG s'ils sont meilleurs, c'est que les autres, ils ont été moins bons aussi. Donc, ça enlève un peu... Oui, il n'y a pas de scénario. On sait aujourd'hui que même s'il y a une catastrophe, le PSG sera champion de France. Je pense à la question de Laurent Le Tourneur sur... votre éventuel avenir, un retour dans un club de Ligue 1. Le PSG, c'est l'excellence, Didier Deschamps. Vous verriez entraîneur du PSG? Je vais me faire des amis. Là. Je ne me vois pas entraîneur autre qu'en équipe de France pour le moment. Donc, c'est une très bonne réponse. Ouais, c'est bien. Les Marseillais vont apprécier. Non, mais après, quand on est entraîneur, on me posait la question quand j'étais entraîneur en club. Tous les entraîneurs en club peuvent avoir l'aspiration d'être sélectionneur à un moment. Et quand on est entraîneur, on peut entraîner n'importe quelle équipe. Voilà, c'est arrivé entre les 2 clubs, il y a cette rivalité, mais il y a pas mal de joueurs qui ont fait des allers-retours et porté les deux maillots aussi et pouvoir réussir dans les 2 clubs quand même. Après, c'est plus une rivalité de supporters. Après, les acteurs en eux-mêmes, voilà, c'est une fonction différente, mais le point commun, c'est la difficulté d'entraîner ces 2 clubs. Parce que c'est 2 contextes quand même... très particulier avec un environnement et des exigences qui sont très élevées. Didier Deschamps répond aux questions des auditrices et des auditeurs d'Europe 1. On se retrouve dans quelques instants, toujours en public et toujours sur Europe 1. À tout de suite.
face à face. Un moment unique, un échange exceptionnel. Oula. Didier Deschamps face aux auditeurs d'Europe 1. Magnifique. Mais oui, C'est beau. ça justifie, C'est Didier. beau. Moment exceptionnel, moment magique. Magnifique. Si vous saviez à quel point nos auditrices et nos auditeurs qui ont été recrutés, parce qu'ils étaient très nombreux et on ne pouvait pas accueillir tout le monde, il y a évidemment aussi C'est des vous qui les auditrices et avez des choisis auditeurs. Ah oui, personnellement, absolument. D'accord. Uniquement. Ah, ouais. Chacun mais- ses critères. Hein. C'est un rêve, c'est vraiment un rêve Ouais, pour eux de vous c'est rencontrer pas facile, hein. et de pouvoir poser des Choisir questions. 5 sur Ben, combien Je suis comme vous, je suis sélectionneur, vous voyez, 5 sur combien 5 sur des milliers et des millions. Oh là là là. Ah ouais. J'ai des fiches sur tout le monde. Ah oui. Absolument. Moi aussi. Et voilà. Mais moi, je peux parler de Benzema si vous voulez, aussi. Oh, parlez qui était de un qui auditeur vous voulez, d'Europe 1 il y a pas de problème. qui n'a pas été retenu aussi pour participer à l'émission ce soir. Mais c'est vrai que maintenant, en y pensant, je me dis que ça aurait été une bonne idée quand même. Didier Deschamps est avec nous, les auditrices et les auditeurs d'Europe 1. On évoque maintenant l'image des joueurs de foot, la médiatisation, cette surmédiatisation parfois, les réseaux sociaux également qui sont omniprésents. Ça, lorsque vous étiez joueur, Didier Deschamps, Ça les réseaux n'existait sociaux, pas. ça n'existait pas. Tant Et mieux. ça change un peu la donne quand même. Question sur ce sujet avec vous, Cécile Kinowski. Alors, les joueurs sont très présents sur les réseaux sociaux, Oui. on s'en rend bien compte. Quelles consignes vous leur donnez pour gérer leurs réseaux sociaux, sur leur gestion des réseaux sociaux avant une telle compétition comme la Coupe du Monde? Alors déjà, à la base, je ne me suis jamais senti le droit d'interdire et de leur enlever cette liberté. Ça fait partie de leur vie, ils sont nés avec ça. Donc voilà, c'est une liberté. Et moi, Didier Deschamps, sélectionneur, de quel droit je leur interdirais cette liberté? Après, il faut un minimum la cadrer, sans rentrer trop dans les détails. Voilà, c'est ne pas... Que eux s'exposent à la limite, parlent d'eux. Voilà, après mettre en cause des partenaires, des adversaires, voilà, c'est des choses à éviter. Le contenu, je ne vais pas leur dire ce qu'ils doivent écrire. Je ne sais pas si c'est eux qui écrivent ou s'ils ont des personnes parfois qui écrivent pour eux aussi. Vous leur demandez d'éviter certaines choses quand même Mais pas, voilà, pas, même si, bon, après, je comprends aussi, avec ce qu'on a connu, il y a eu des scènes, des images et des photos de joie collective. Mais là, bon, j'allais me taper la tête contre un mur. J'ai dit, non, aucune photo collective, c'est des images de joie. Mais c'est pas tellement, il n'y a rien de mal à la limite, c'est l'interprétation que les gens peuvent avoir. Et là, nous sommes 7, on n'aura pas forcément la même interprétation. Mais c'est le monde d'aujourd'hui, c'est un monde connecté. Moi, j'y suis pas, j'y serai pas, j'ai pas envie d'y être. Il y a beaucoup de faux comptes, d'ailleurs, Didier Deschamps. Ah oui, ça je le sais. On précise à tout le monde que J'ai c'est beau pas les vous. fermer, ils rouvrent le lendemain. Donc je n'ai pas de compte, même si des fois c'est mis officiel, il n'est pas officiel. Je pas n'ai vous. pas de compte et je n'en aurai pas. Quelle est votre interprétation, et là on est vraiment dans le domaine des réseaux sociaux, des messages et de la polémique qui ont suivi cette fameuse vidéo de la fameuse entrecôte recouverte d'or de Franck Oui, ça fait Ribéry? partie des... Voilà, Parce qu'on a parlé que de ça ces derniers jours, Didier Oh, Deschamps, je sais vous êtes pas. d'accord, hein? De toute façon, l'actualité chasse l'actualité. Après, voilà, c'est un monde un peu virtuel, on s'expose, c'est anonyme, chacun peut dire ce qu'il veut, c'est d'une agressivité qui dépasse tout entendement. Donc, mais d'un côté, celui qui s'expose, il n'a qu'à pas s'exposer, et puis bon, on va se tourner en rond. Donc, je ne vais pas parler en particulier de Franck Ribéry, ça peut être un autre à un moment. Ce que je sens convaincu, il y a un côté positif, c'est d'être connecté, ça permet d'avoir accès à tout le monde à l'autre bout du monde. Il y a je sais pas, c'est comme un besoin de cette nouvelle génération de montrer. Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée de filmer ou d'envoyer une photo de ce que je mange ou où je suis. Mais bon... Mais il mange des légumes en tant que grand sportif. Voilà, mais après, ça part, et vous prenez cet exemple-là, qui est sur l'argumentation, qui est quand même légèrement erroné au départ, parce que des personnes peuvent être choquées par le prix, et puis après ça part, et ça réagit. Voilà, c'est d'une violence, d'une agressivité... J'ai beaucoup de mal avec. C'est pour ça que j'y suis pas. Et vous vous en méfiez? Et j'ai même pas envie. Non, mais je sais pas que je m'en vis. Ça m'intéresse pas
Donc je ne vais pas voir et chacun dit ce qu'il a à dire, mais je me mets en dehors de tout ça. L'entrecôte, vous la mangez à point ou saignante, Didier Deschamps? Plutôt à point. Plutôt à point. Laurent Le Tourneur, question à Didier. En 98, donc vous êtes les premiers à avoir gagné la Coupe du Monde. Oui. Donc des stars, des people, on va dire. On est devenu, oui. on a basculé dans le monde de people. Avant, on était juste des sportifs de haut niveau et parce qu'il y a eu une utilisation au niveau marketing qui a été plus importante à partir même eu des chanteurs, oui, après. Oui, des chanteurs, oui, divers et variés. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et maintenant, est-ce que votre statut, il a un peu changé par rapport à... Le mien ? Oui. Plus médiatisé Parce que vous êtes sélectionneur champion du monde aussi, c'est le sens de votre question, Laurent Le Tourneur, c'est ça? Après le statut, donc people les joueur. sollicitations sont beaucoup plus importantes, oui. Elles étaient importantes après 98. Je n'ai pas tout fait non plus. Là, je ne fais pas tout non plus. Mais évidemment que de gagner un titre de champion du monde, je leur ai dit aux joueurs tout de suite après dans le vestiaire, oui, ce ne sont plus les mêmes parce qu'ils sont champions du monde. Pas forcément eux, quoique certains peuvent changer ou évoluer, mais le regard des autres est différent. Et forcément, tout ce qui est bien sera très bien, mais s'il y a quelque chose de négatif, la caisse de résonance médiatique, elle sera encore plus importante. Donc, ils doivent être un peu plus vigilants. Mais voilà, le sportif de haut niveau, le footballeur, parce que c'est le sport le plus populaire, mais il y a d'autres sportifs aussi qui font partie du monde people. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont, je sais pas, ils ont peut-être une belle gueule, comme on dit. Ça intéresse les gens, les magazines people. Voilà, ça fait partie aussi d'un environnement médiatique qu'il faut gérer. Après, chacun est libre de s'exposer plus ou moins, de mettre des photos, de ne pas mettre de photos, de faire des publicités, de ne pas en faire. Voilà, chacun fait comme il le sent. Anissa. Alors, que doit-on faire pour protéger les jeunes joueurs justement de cette surmédiatisation et leur permettre de garder les pieds sur terre? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils ont des personnes autour d'eux qui sont censées les conseiller, leur éviter de faire des erreurs. Mais bon, comme tout jeune, il faut payer pour apprendre. Donc ils vont en faire. Pas très grosses, j'espère. Même si voilà, l'erreur est humaine et c'est pas forcément... ça ne concerne pas forcément que les joueurs qui ont 20 ans aujourd'hui. Celui de 30 ans, il peut, même s'il a plus d'expérience, il peut aussi faire des erreurs. Il faut être vigilant. Après, ça peut aller très vite. Aujourd'hui, le monde médiatique, avec la multiplication des médias, c'est un buzz permanent. Des fois, ça part, mais sur rien, et puis c'est repris, et puis en attendant... 15 minutes après, il y a autre chose. Donc, il faut faire attention. Mais la communication aujourd'hui, les médias, ça fait partie de l'environnement d'un sportif de haut niveau. C'est pas ne pas parler. Après, il y en a qui sont plus présents, d'autres qui intéressent plus les médias, qui sont de bons clients, comme disent les médias, d'autres moins. Mais il faut être vigilant. Bilal, question à Didier Deschamps. Oui, justement, en parlant de vigilance. Orange, oui. Certains joueurs, c'était même rouge. Il y en a ça y est, déjà, mal, plusieurs qui ont traversé certaines polémiques. Donc, par exemple, là, Ribéry, mais Valbuena Benzema ou encore Olivier Giroud en Angleterre. À quel moment une affaire d'ordre médiatique, privé, polémique, etc., commence à concerner l'équipe de France et peut-être impacte vos choix de sélectionneur? À quel moment ça vous concerne? C'est dur de placer le curseur. Après, il y a des affaires privées. Ça les regarde, même si ce sont, à partir du moment où ils sont internationaux, c'est lié à la représentation de ce maillot et le fait qu'ils sont joueurs de l'équipe de France. C'est plus quand je considère qu'il y a un impact par rapport au collectif et qu'un impact négatif. Plus que l'image, c'est le collectif pour vous qui prime. L'image, après... Parce que je pense à Olivier Giroud qui a eu quelques scandales, des affaires de mœurs en Angleterre et qui n'a pas été inquiété quant à ses sélections en équipe de France. Tu lis quel journal? Parce que est-ce que tu sais la... Non, mais c'est pas mal si tu lis à droite et à gauche.
sur ce sujet, je pense que j'en sais plus que toi. Je veux bien le croire. Déjà que tu puisses... Non, mais il n'y a rien de mal, je comprends, c'est de l'interprétation. Parler de scandale, c'est autre chose. Après, il peut avoir certains faits avérés, non avérés. C'est ça le problème. À partir du moment où on hâte quelque chose, et même si ce n'est pas le cas, ça reste de toute façon. Scandale, après, c'est des mots... oui, c'est difficile de toute façon de pouvoir te répondre en te disant, voilà, le curseur là, voilà, ça dépend de... Vous prenez au cas par cas. Oui, mais toujours en fonction de l'équipe de France et de ce que représente l'équipe de France. Après, il y a un mot qui est venu, ouais, l'exemplarité. Non, j'aime pas ça. Exemplaire, ça veut dire qu'on n'a pas le droit à la moindre erreur. Personne n'est parfait. On a droit, et moi le premier, à faire des erreurs, me tromper le moins possible. Que le joueur ait ou soit un exemple, oui, par rapport à la jeune génération, qui peut l'inspirer ou plus dans le positif que dans le négatif, oui, mais après... on est des êtres humains, tous. Et à un moment ou à un autre, on peut avoir un moment d'égarement, on peut faire utiliser un mauvais mot, dire quelque chose qu'on n'aurait pas dû dire. C'est pas pour ça que... Voilà, moi je fais en sorte d'être tolérant, d'avoir suffisamment d'empathie aussi. Quelque chose aujourd'hui qui malheureusement a pas mal disparu. Avant de juger, voilà, c'est de... L'empathie, c'est se mettre à la place de la personne qui a fait quelque chose. Et tant qu'on s'y met pas et qu'on n'y a pas été, on ne sait pas. Peut-être qu'on aurait fait aussi mal, voire pire. Mais c'est toujours... voilà, je m'en passerai bien. Moins il y a d'histoires, je ne vais pas parler de scandale, mais d'histoires, mieux c'est. Mais malheureusement, il y en a eu et il y en aura encore. Et comme c'est le football... Dans le bien, on en parle beaucoup, et dans le mal, on en parle aussi beaucoup. C'est le revers de la médaille. Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, est avec nous sur Europe 1. Les auditrices et les auditeurs d'Europe 1 lui posent des questions. C'est le cas de Laurent Lefebvre. Alors moi, je suis ravi d'apprendre que je suis sélectionnable dans ceux qui prennent pas en photo leur plat. Donc n'hésitez pas, Didier. C'est pas un critère de sélection. Bon, c'est dommage. On parle beaucoup donc de réseaux sociaux. Donc très souvent, ça vient des téléphones portables des joueurs. C'est pas un fléau, mais on sait qu'on plus on a moyen de communication, finalement, au moins on communique. À quel moment dans le groupe on éteint les téléphones portables, on les met vraiment dans le sac? Est-ce que même la sieste est respectée? Parce qu'on sait que c'est. Est-ce qu'on les laisse libres, ou est-ce que vraiment il y a un chaperon à l'intérieur de l'équipe de France qui à un moment dit bon là stop. On attaque le match. Ils sont nés avec les téléphones. Je sais. Même moi qui ne suis pas né avec, aujourd'hui, quand je ne les ai pas, je les cherche. Mais après, il faut toujours cadrer un petit peu. C'est leur liberté. Alors, des fois, ils écoutent de la musique, ils sont sur les réseaux sociaux. Voilà, à partir du moment où il y a des moments de partage collectif, que ce soit pour les repas, les réunions ou quoi que ce soit, ils savent très bien qu'ils n'ont pas à utiliser les téléphones. Après, dans les vestiaires, voilà, aujourd'hui, ils l'ont, ils écoutent de la musique individuelle. Dans les salles, en salle de soins aussi, dire non, ça sert à rien, je vais pas me battre contre ça. Mais à partir du moment où on est ensemble, à table, même s'il y en a... Mais je suis vigilant. Puis ils savent que je les vois s'il y en a qui peuvent s'amuser un petit peu. À la mi-temps, il y en a qui ont le téléphone, qui peuvent vérifier les SMS ou retweeter quelque chose éventuellement. Ou faire un selfie dans le vestiaire. Non, quand même pas. En général, je parle et eux, ils sont concentrés sur le match. Mais la première chose qu'ils font à la fin du match, c'est être sur leur téléphone, bien évidemment. Et donc, il y a une bonne demi-heure où ils échangent, je ne sais pas avec qui, sur quoi, mais voilà. C'est comme ça, ils sont connectés. Alors, je ne peux pas les déconnecter. Et c'est pas aller à leur rencontre aussi. Ils vivent comme ça. Mais je ne parle pas que des 20 ans. Ceux qui ont 30 ans aujourd'hui, c'est pareil. Voilà. Mais après, ça va à l'encontre des échanges. C'est vrai, c'est un monde un peu virtuel. Mais ça ne les empêche pas. Alors c'est vrai que même s'il y en a encore qui, à travers les moments ludiques, ils peuvent jouer aux cartes. Alors maintenant, ils jouent connectés, mais ils sont ensemble quand même, quoi. Donc voilà, ils jouent avec un qui est à l'autre bout du monde. Il ne sait pas qui il est, mais
il y a quand même un échange collectif dans le groupe. Ça n'empêche pas qu'il y ait des discussions. Ils ne sont pas complètement isolés, mais ils ont leur moment de liberté qu'ils occupent comme ils le veulent, quoi. Question de Cécile à Didier Deschamps. Alors Didier, vous faites attention à votre image, à votre apparence, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Oui, quand même. Ouais. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, vous n'êtes pas connecté sur les réseaux sociaux, mais vous en Non. avez peut-être eu des échos. On parle beaucoup de votre dentition en ce moment sur les réseaux sociaux. Non, je voulais juste savoir si cela vous affecte. Non. Ou- Ça me regarde que moi. Pas du tout. J'ai pas envie d'en parler. D'accord. Voilà. Non, mais c'est pas. Comme j'y suis pas. Ça vous affecte pas? Non. Ça vous concerne pas? Non, c'est ma vie privée, voilà. Donc, j'ai pas à commenter dire le pourquoi ou du comment. La seule chose que je peux dire, c'est que bien évidemment, en étant sélectionneur de l'équipe de France, il y a un côté représentatif qui est important parce que c'est l'image de la fédération. Je suis salarié, même si je suis un salarié un peu à part, mais je suis salarié de la fédération. Et par rapport à ce que représente le rôle de sélectionneur pour le football français. Donc je fais en sorte de... je ne vais peut-être pas m'habiller comme certains de mes joueurs avec certaines tenues, même si ça leur va très bien. Je ne me vois pas me faire une coupe de cheveux un peu exotique aussi. Autrement, je vais faire le buzz, quoi. Donc, je ne cherche pas ça. Après, je le vis bien, tranquillement. Je fais en sorte de me protéger et de protéger ma famille. Ça, c'est quelque chose d'important, même si l'exposition de par ma fonction, elle est importante. Alors, ça peut être dans le positif, par moments, ça peut être dans le négatif, mais je prends beaucoup de recul par rapport à ça pour pas être impacté du tout. On reste avec vous, Didier Deschamps, évidemment. On évoque l'image. On a parlé du sélectionneur, bien sûr. On peut évoquer l'homme aussi. Vous êtes très fermé. Très prudent, c'est vrai. Non, mais prudent. Vous protégez beaucoup, mais oui, c'est votre droit et vous avez raison. Moi, je suis prêt parce qu'il y a un moment que je suis dans le football, je sais que ça peut venir de partout, donc la carapace est solide. Après, les gens qui vivent avec moi au quotidien, ma femme, mon fils, mes parents, ma famille, ma belle famille, ça peut être plus violent forcément. Donc vous vous protégez beaucoup sur les questions hors foot de l'homme Didier Deschamps. Laurent Le Tourneur. Je vais me protéger. Non. On n'est pas inquiet pour vous, Didier. Malheureusement, en ce moment, il y a beaucoup de polémiques sur le racisme, surtout dans les stades, comme sur des gens de couleur, sur des cris de singe. Qu'est-ce que vous en pensez et quelles sanctions vous pensez comme mettre un huis clos ou que les joueurs soient plus solidaires entre eux? Je ne vais pas vous parler de sanctions, ce n'est pas de mon ressort. Ce que je peux vous dire, c'est quelque chose qui est intolérable et inacceptable, quoi. Voilà. Et je pense que le sport français, le football en particulier, a toujours été une représentation du peuple français avec beaucoup de diversité. Et cette diversité a toujours été une énorme force. Faudrait peut-être avoir des plus grosses sanctions à l'avenir. Parce que ça continue depuis longtemps. Peut-être, ça n'empêchera pas. C'est toujours des minorités qui prennent une importance démesurée, mais ça n'a pas de place dans n'importe quel sport, même dans la vie de tous les jours. Mais malheureusement, ça peut arriver. Ça arrive des fois dans la vie quotidienne et c'est pas médiatisé. Quand c'est dans le sport et dans le football, ça a une caisse de résonance beaucoup plus importante, bien évidemment. Mais je le répète, c'est pas acceptable, ça l'était pas et ça le sera jamais. Donc après, qu'il y ait des décisions qui soient prises plus fortes, sanctions, j'aime pas trop le mot, mais de faire en sorte de pas marquer le territoire, mais voilà, que tout le monde puisse comprendre que ce problème-là n'a pas de place dans la vie sociale et dans le sport aussi, quoi. Que certaines personnes aient pu penser que vous soyez raciste, Didier Deschamps, ça vous a blessé?
profondément. Ça, c'est pas blessé, ça restera. Ça passe pas. Non, ça, c'est pas possible. Quoi. Et que certains puissent se permettre de tenir des discours qui amènent après à des conséquences qui dépassent tout entendement. Non, ça j'obéirai jamais. Forcément, après, on vit avec, mais à ce moment-là, j'ai considéré que la ligne blanche avait été franchie. Et quand on franchit la ligne blanche, après, il y a un point de non-retour. Mais parce que moi, je suis dans le sport. Voilà, moi, mes critères, le sport, moi, je sélectionne des joueurs français. Ils sont tous français. Et je n'ai jamais... ça m'est jamais arrivé de ne pas sélectionner quelqu'un pour des raisons de couleur ou de religion. Et dans l'autre sens, ça ne m'arrivera pas de sélectionner quelqu'un pour ces mêmes critères. Parce que ça serait aussi, si ce n'est pire. Donc voilà, je vis avec. C'est des moments très, très désagréables, forcément, parce que ça a des conséquences sur ma famille et c'est pas acceptable. Mais ça s'est passé, malheureusement. Il faut aller de l'avant, mais je le répète, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Anissa Mourès, question à Didier Deschamps. Alors, à un moment donné, vous ne serez plus le sélectionneur de l'équipe de France. Oui. Est-ce que vous Pas avez tout de suite, hein, Oui, mais- pas tout de suite, bien sûr. Merci, c'est gentil. Non, vous avez encore 10 ans. Mais est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous allez faire si vous allez rester dans le domaine du sport ou vous poser et stopper un... Je ne sais pas, sincèrement. Je ne me pose pas la question. Ce qui est le plus important, on m'a déjà posé la question si j'avais pensé, après la victoire, arrêter. J'ai dit non, j'y ai même pas pensé parce que voilà, j'ai la même passion, la même détermination, la même excitation et parce que je suis convaincu qu'il y a encore de très belles choses à faire. Après, je fonctionne comme ça, mais bon, parce que je suis un privilégié. Ma première vie de joueur m'a donné quelque chose qui est très important de nos jours, c'est la liberté. La liberté de pouvoir choisir. Je ne suis pas obligé de faire des choses si j'en ai pas envie. Et je sais que je suis un privilégié. Donc voilà, la Coupe du Monde serait passée différemment. Je ferais peut-être quelque chose d'autre aujourd'hui, mais j'aurais une belle vie de toute façon. Je sais ce qui m'attend demain, les objectifs qui sont les miens, me projeter, je ne l'ai jamais fait et ça ne rentre même pas dans mon esprit. J'aurai des décisions à un moment à prendre, il y a des choix. Je suis dans ma sphère sportive. Aujourd'hui, ma tête et mon corps ont besoin du rectangle vert. Peut-être à un moment, j'aurais plus besoin de tout ça et j'aurais autre chose. Après, partir dans d'autres domaines, pourquoi pas, mais il faut des compétences aussi. On me dit ou on m'incite à aller vers des postes de dirigeants et tout ça. Aujourd'hui, je n'ai aucune aspiration dans ce domaine-là. Est-ce que j'en ai les compétences? Je ne sais pas, je ne me pose pas la question parce que l'essentiel pour moi, le cœur de mon métier se situe par rapport au terrain et c'est là où je prends le plus de plaisir et je me sens épanoui. C'est le moment stratégique où nos auditrices et nos auditeurs cherchaient le scoop, en fait, Didier Deschamps. Pour l'instant, Anissa ne l'a pas obtenu. Est-ce que Bilal va y arriver? Oui, alors moi qui voyais en vous peut-être un futur président de la République, vous avez répondu à la question. Alors, merci. Vous aviez le leadership, c'est gentil. Ouais. Vous aviez le leadership comme compétence. Alors, je vais vous poser une question qui me tient à cœur, qui est peut-être un petit peu hors sujet. Si vous aviez, faut répondre, hein, la France attend une réponse. Si. Alors, vous avez la possibilité de naturaliser un joueur étranger et de le faire jouer en équipe de France. Qui est-ce? Naturaliser? Un joueur étranger, vous le faites venir en équipe de France. Je sais pas, il n'y a pas ce pouvoir-là. Je vous le donne. Cristiano Ronaldo, c'est pas mal quand même. Non, ou t'es français ou t'es pas français. Et je rajouterais même, il y a la particularité pour les Français qui ont des doubles nationalités. Moi, c'est pas pour les empêcher d'aller choisir l'autre nationalité. Quand je les prends, c'est parce que je suis convaincu qu'ils peuvent apporter quelque chose à l'équipe de France. C'est une liberté. Après, ils sont pas français, je peux pas les sélectionner. Je suis très content. Je ne vais pas me plaindre avec les joueurs. Mais vous, en tant que sélectionneur, est-ce qu'il y a un joueur étranger qui vous fait rêver et que vous dites il va bien dans mon système, celui-là, il irait bien? Qu'est-ce que vous voulez que je demande de mieux par rapport à ce qu'on a connu? On a été champion du monde, j'ai eu les meilleurs avec moi. Tu n'auras pas ton scoop, Bilal. Tu n'auras pas.
Cette émission va s'achaver dans quelques secondes. On voulait vous réserver une petite surprise. Déjà, en vous remerciant d'avoir passé autant de temps avec grand nous plaisir. et d'avoir répondu vraiment avec beaucoup de sincérité et de gentillesse et de bienveillance, Didier Deschamps, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, la bienveillance est moins présente aujourd'hui dans notre société. Vous continuez à l'incarner malgré tout, c'est une bonne chose. Voilà pourquoi un dernier auditeur un peu spécial qu'on connaît bien sur Europe 1, Nikos, nous a rejoint dans le studio. Et il avait envie de vous poser une petite question. Nikos, peut-être, voilà, sur le micro d'Anissa, pour poser la toute dernière question à Didier Deschamps. Monsieur Deschamps, bonjour. Bonjour, monsieur Nikos. Je suis un grand admirateur. Merci. J'étais venu vous photographier quelques jours avant votre départ pour la Russie, vous en souvenez? Oui, je m'en souviens, de belles photos d'ailleurs. Il a du talent, il a du talent. C'est gentil. J'ai tous les joueurs de l'équipe de France, mais ils n'ont qu'une étoile. Parce qu'après, ils ont gagné. Est-ce que je peux revenir pour faire l'acte 2 de la photo? Ah, je croyais que tu voulais un maillot, c'est difficile d'en trouver. Merci infiniment, Nikos. Et monsieur Didier Deschamps, s'il vous plaît. Merci infiniment, Didier. Merci beaucoup d'avoir participé à ce premier numéro de Face aux auditeurs d'Europe 1. Merci à Cécile Kinowski, Laurent Lefebvre, Anissa Mourès, Bilal et Laurent Le Tourneur. Et à Didier Deschamps et à toute l'équipe évidemment d'Europe 1, à la fédération et puis à Cyril de la Morinerie qui a permis aussi que cette émission se réalise, Jean-François Pérez, toutes les équipes du service des sports. Prochain numéro dans un mois face aux auditeurs avec de nouveaux auditeurs, de nouvelles auditrices. Merci à tous et à très vite sur Europe 1. Merci.